d'abord une grosse fonction écologique de la forêt en tant que puits de carbone, mais pas que. On a aussi discuté de la qualité, de la protection des sols, du cycle de l'eau, de la biodiversité, et aussi beaucoup de services rendus en termes de production, donc de fourniture en bois, de stockage carbone dans les produits bois également, fourniture d'autres produits, on peut penser par exemple à des fruits ou aux sapins, et une fonction sociale qui n'est pas non plus à négliger, de tourisme, de loisirs, de vie, on va dire, agréable, d'économie locale, tout ce qui est emploi de proximité pour toute la filière, et des avantages santé aussi que présente l'existence de la forêt. Mais une fois qu'on s'est dit ça, notre étude à nous portait principalement sur des enjeux carbone, en fait, autour de la filière forêt-bois. Globalement, ce qui est intéressant et très important à comprendre sur la filière en règle générale, c'est qu'elle est un peu au cœur de deux enjeux au regard du réchauffement climatique. À la fois l'atténuation de ce réchauffement climatique en contribuant à l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle nationale et mondiale, et l'enjeu d'adaptation au changement climatique. Adaptation au changement climatique, puisque la forêt, c'est un écosystème, et donc la forêt est fortement impactée, comme tous nos systèmes et comme tous nos écosystèmes, par le dérèglement climatique. Donc, dans ce contexte-là, où la forêt a un rôle, et la filière forêt-bois ont un rôle assez clé sur ces deux pans-là, on a essayé de répondre à un certain nombre de questions. Quelle évolution de la forêt dans le contexte d'aggravation des impacts du changement climatique, par exemple? La question de l'évolution de la gestion, de la résilience de la gestion forestière face au changement climatique, mais aussi, plutôt en aval, la structuration de la filière, comment va évoluer la demande en bois, notamment au regard de la contribution à la neutralité carbone. Donc tout ça, c'est un petit peu les questions clés auxquelles on a essayé de répondre au cours de cette étude. Et la manière dont on a essayé d'y répondre et dont on a structuré notre travail, ça a été vraiment de travailler par différents blocs. Donc tout d'abord de comprendre comment fonctionnait la filière dans son état de départ. Donc on a choisi l'année 2019 comme année de départ, comprendre en fait tous les flux qui constituaient la filière forêt-bois sur une année donnée. Et ensuite, il a fallu comprendre comment allait évoluer la récolte possible, donc le scénario d'offre, la récolte possible en bois, donc comment allait évoluer la forêt, par exemple, face au changement climatique, comment allait évoluer la demande en bois, donc les usages finaux du bois, les papiers, le bois énergie, la construction. Et une fois qu'on avait ces trois blocs-là, on a pu construire un scénario de convergence qui faisait boucler l'évolution de l'offre et l'évolution de la demande au regard de comment fonctionne déjà la filière à l'heure actuelle. Et donc, c'est cet outil filière, ce scénario de convergence qu'on a co-construit avec beaucoup d'acteurs de la filière, qui a permis de créer justement ce positionnement dont parlait Gabriel en introduction, ce positionnement sur comment peut se structurer la filière, comment la filière voit évoluer euh, l'offre et la demande en bois, et surtout, ce qu'on a trouvé, une des conclusions au-delà de ce scénario de convergence, ça a été les facteurs clés de réussite pour atteindre ce scénario de convergence. Donc pour commencer sur le premier volet, donc la filière en 2019, qui a été un gros morceau de l'étude, puisqu'il a fallu reconstituer énormément de flux et comprendre vraiment dans le détail, en finesse, comment fonctionnait la filière. Donc pour vous présenter tout d'abord cette articulation, donc ce magnifique diagramme de Sankey qui vient ponctuer votre matinée, qui je suis sûre était assez dense. Globalement, on a essayé de comprendre comment évoluaient les flux physiques, comment s'articulaient les flux physiques de la filière en 2019. Sans aller trop dans le détail, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un graphique assez détaillé. Sur la gauche, on a l'offre en bois, donc principalement la récolte, mais pas que. On va y revenir dans la slide d'après. Sur la droite, on a tous les usages finaux du bois, tous les marchés de demande. On va avoir les papiers cartons, la construction, le bois énergie. Et au milieu, on a tous les flux possibles et imaginables sur l'ensemble de la filière, dans toutes les étapes en fait, de transformation du bois, depuis la récolte jusqu'aux usages. De haut en bas, la manière dont est réparti ce diagramme, on a en bleu foncé, enfin ça dépend comment ça s'affiche sur votre écran, on va avoir le bois d'œuvre qui va être assez dimensionnant finalement sur la manière dont se répartit le bois. En violet, on a le bois industrie, et en vert, le bois énergie en bas. Et ce qui est intéressant de voir parmi tous les flux du Sankey, c'est notamment de comprendre, par exemple, comment les connexes, les connexes de bois d'œuvre pendant les phases de transformation du bois d'œuvre vont derrière aller nourrir le bois énergie et le bois industrie
tout au long de la transformation. Donc voilà, tout ça, c'était un peu le travail déjà, ce premier travail de comprendre comment s'articulaient tous ces flux au sein de la filière. Un deuxième élément clé à avoir en tête sur le fonctionnement de la filière en 2019, c'est que les flux entrants de bois sont certes issus de la récolte, mais pas que. Il a aussi fallu comprendre quel était le solde import-export de la filière et aussi comment entrer les produits en fin de vie dans la filière. Euh, Notamment pour le papier carton, ça joue un rôle assez clé. Donc, des chiffres assez intéressants à retenir, puisqu'on va voir qu'ils vont évoluer dans notre scénario de convergence. La récolte en forêt, ça représente environ 52 millions de mètres cubes de bois, dont 21 millions de mètres cubes de bois d'œuvre. Et on a un petit peu de récolte hors forêt, qui représente 4 millions de mètres cubes. On a des imports et des exports qui donnent un import net de bois de 5 millions de mètres cubes. Donc, on a 5 millions de mètres cubes en net qui viennent se rajouter à cette récolte. Et on a aussi tout un gisement de produits bois en fin de vie qui représente 17 millions de mètres cubes additionnels, dont 12 millions de mètres cubes pour le papier carton. C'est là que c'est principal. Et donc, on voit effectivement qu'entre la récolte et la consommation finale en France, on a quand même une consommation supérieure à la récolte. Et donc, c'est justement ces flux d'import-export et ce bois issu de produits en fin de vie qui viennent expliquer cette différence, cette hausse. Maintenant qu'on s'est posé la question de ces flux physiques en volume de bois, il fallait se poser la question de, en 2019, comment est-ce que la filière contribue déjà à l'atteinte de la neutralité carbone en France? Henri a commencé à aborder, en tout cas on a eu sur la fin de la présentation qu'on a entendue, Henri l'avait déjà abordé. Il y a plusieurs manières de compter en fait la contribution de la filière forêt-bois à l'atteinte de la neutralité carbone. Déjà, on a le pilier A de la filière bois, donc en fait c'est les émissions des activités de la filière. Ben, ça va être la consommation d'énergie dans les phases de transformation, dans le transport par exemple, beaucoup aussi. Donc ça, voilà, c'est plutôt des émissions. Et ensuite, la filière peut contribuer de deux manières à l'atteinte de la neutralité carbone. D'abord sur ce qu'on appelle le pilier B, donc la réduction des émissions des autres, on va dire. Donc globalement, l'usage de matériaux au combustible bois, issus du bois, contribue à la décarbonation d'autres secteurs de l'économie qui utilisent peut-être des matériaux ou des combustibles plus carbonés. Donc ça, c'est la première manière dont le bois est un matériau de la transition. Et la deuxième contribution, le dernier pilier auquel on a beaucoup réfléchi, c'est le fameux puits de carbone. Et là, le puits de carbone, il est un peu à séparer en deux éléments principaux. On a d'abord la forêt qui joue un rôle de puits et de stock de carbone assez conséquent et assez conséquent dans la stratégie nationale bas carbone pour atteindre la neutralité carbone en France. Et on a aussi les matériaux bois à longue durée de vie qui permettent de stocker du carbone. Donc, on peut par exemple penser à des meubles qu'on va conserver assez longtemps ou à tout ce qui va être dans la construction. Ça, c'est des matériaux en bois qui stockent encore du carbone assez longtemps. Donc, c'est un peu ça les trois contributions principales. Pour voir à quoi ressemblent ces trois contributions en 2019, on a un autre schéma extrêmement léger à vous présenter. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en France, on peut partir d'abord d'un stock forestier de carbone qui est assez conséquent. Voilà, on n'a pas pu faire cette slide à l'échelle, mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est que ce stock de carbone forestier est énorme par rapport à tous les autres flux qu'on observe. Et ce stock va évoluer d'une année à l'autre à travers les différents flux qu'on va observer. Donc le premier flux, ça va être l'accroissement de la forêt sur la gauche, la flèche de gauche qu'on vous montre à l'écran. Ça va être un flux entrant. Et il va y avoir des flux sortants qui vont être la mortalité en forêt, ici qui vient alimenter un stock de bois mort, et la récolte, qui vient alimenter tout le marché du bois, finalement. La résultante de ces trois flux entrants, donc l'accroissement de la forêt et la mortalité et les pertes, et la récolte, ça devient le fameux puits de carbone forestier dont vous entendez sûrement parler. Donc c'est important de le noter, le puits de carbone forestier, c'est vraiment une résultante de ces de ces flux entrants et sortants de la forêt. Aujourd'hui, en France, ce puits de carbone forestier il est autour de 25 mégatonnes de CO2 pour l'année de référence. Comme je le disais, on a donc de la mortalité et de la récolte. Les flux sortants de mortalité viennent alimenter un stock de bois mort, mais le bois mort se décompose par ailleurs. Donc finalement, c'est un flux de carbone qui est assez mouvant. Et derrière, la récolte vient alimenter potentiellement, pour partie, le stock dans les produits bois, donc qui sont ces fameux produits bois à longue durée de vie,
ici, donc qui viennent alimenter ce stock dans les produits bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce stock dans les produits bois a un autre flux sortant qui sont des produits bois qui sont finalement en fin de vie, quelqu'un qui va jeter ses meubles, par exemple. Et donc, en 2019, on est à l'équilibre, on est entre les flux entrants, donc la récolte qui est utilisée dans ces produits de bois à longue durée de vie, et le flux sortant qui sont ces produits de bois à longue durée de vie qui sont ensuite jetés ou plus utilisés. Donc finalement, on est plutôt à l'équilibre en termes de puits de carbone. On n'a pas vraiment de puits de carbone dans les produits bois en 2019. Toujours sur l'état de départ, on a aussi voulu vous montrer à quoi ressemblaient finalement les tendances observées en forêt en 2019 dans le contexte du changement climatique. En France, il y a globalement deux tendances principales. La forêt a connu donc une expansion historique au XXe siècle. On a une hausse du stock de carbone dans la forêt, donc dans la biomasse vivante, de 70% depuis les années 80. Globalement, ça, c'est dû à une augmentation des surfaces forestières et du volume par hectare. En fait, c'est la maturation de la forêt depuis les années 80 qui a mené à cette hausse du stock de carbone dont on vous parlait dans la slide précédente. En parallèle de cette hausse, on observe une tendance plutôt de baisse due au réchauffement climatique. En 2021, globalement, l'accroissement de la forêt est en baisse de 4%, enfin, sur la période 2013-2021 par rapport à la décennie précédente, 2005-2013. Donc, on a cet accroissement qui est en baisse, la forêt grandit plus lentement, et une mortalité qui était en hausse significative, une hausse de 68%. De tout ça résulte le fait que bien qu'on ait encore un puits de carbone forestier, ce puits, qui est donc la résultante de l'accroissement forestier, de la mortalité et des récoltes, ce puits s'est abaissé fortement depuis le début des années 2000. Donc on observe une baisse de 35% de ce puits de carbone forestier, ici en vert clair sur le graphique. C'est important de noter qu'on a cette baisse du puits de carbone forestier, puisque dans la stratégie nationale d'atteinte de la neutralité carbone en France, cette stratégie nationale bas carbone compte sur une hausse du puits de carbone forestier. Or, ce n'est pas ce qui est observé depuis quelques dizaines d'années. Et donc, c'est important d'avoir ces chiffres en tête là, et c'était important de bien considérer comment allait évoluer ce puits de carbone pour proposer un scénario de convergence à la filière. Donc voilà, globalement, c'est ça qu'il faut retenir de la baseline en 2019. On a compris comment s'articulait la filière en termes de flux, de volume de bois, quels étaient les volumes de bois qui allaient dans tel marché, quels étaient issus de la demande, de la récolte, pardon, issus des imports, exports, etc. Et de comprendre comment ça se traduisait d'un point de vue carbone, à la fois dans les différents stocks et flux et face à l'évolution de la forêt qui est atteinte par le réchauffement climatique. Merci Marine, et on va enchaîner avec le deuxième volet de notre travail, qui est le volet des scénarios de demande. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a essayé de construire une situation de référence pour l'année 2019 qui soit la plus précise et exhaustive possible. Et ensuite, on a essayé de se projeter à un horizon de temps de 2050 essentiellement, en faisant un travail prospectif qui n'est pas un travail prédictif. Et donc, on a regardé plusieurs scénarios possibles et ensuite, on a essayé d'en retenir un qui permettent d'articuler offre et demande. Et ça, ce sera le dernier volet de notre travail. Donc, sur la partie demande, ce que nous avons réalisé, c'est de construire deux scénarios avec deux philosophies différentes, un scénario pro-techno et un scénario sobriété, d'évolution de la demande pour les marchés principaux de consommation de bois. Ces deux scénarios, ils visent à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, ces deux scénarios qui sont très ambitieux dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ils mobilisent deux types de leviers. Des leviers technologiques qui permettent d'alimenter la croissance du PIB tout en réduisant les impacts sur l'environnement, et des leviers plus de sobriété, de changement de comportement, qui misent plus sur la résilience et des changements de comportement sociétaux. Donc, nos deux scénarios, ce pas des scénarios qui sont exclusifs l'un et l'autre, c'est des scénarios qui mobilisent de manière plus ou moins forte les leviers pro-technologiques et sobriété, et qui visent à avoir deux visions contrastées de la transition socio-environnementale. La manière dont on a travaillé, c'est de réfléchir et de construire avec les organisations professionnelles de la filière sur chacun des marchés des évolutions possibles de ces marchés de demande en se basant sur des sous-jacents physiques d'évolution de la demande, par exemple l'évolution de la population, l'évolution du nombre de mètres carrés par habitant,
et la part de la construction bois pour évaluer la demande en bois dans la construction à ces différents horizons de temps. À noter qu'on a aussi pris en compte des évolutions de l'autoconsommation de la filière en bois énergie, des évolutions de la part du réemploi pour certains usages et des évolutions des imports-exports. Et que nous avons exclu la demande en biocarburant liquide. Si je vous montre une vision synthétique de cette évolution de la demande pour les différents marchés, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est un tableau qui est encore assez compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces chiffres. Ce qui est important de retenir, c'est que le scénario qui est le plus demandeur en bois, tout marché confondu, c'est le scénario de sobriété. Et ça s'explique par le fait que dans le scénario de sobriété, les volumes de construction neuve vont peut-être être moins importants que dans le scénario pro-techno, mais la part de la construction de bois dans ce scénario va être plus importante. Et ça s'explique par le fait que dans le scénario sobriété, les leviers technologiques sont moins importants pour des matériaux concurrents au bois, par exemple l'acier ou le ciment. Et donc, le bois a une part plus importante dans la décarbonation de la société dans ce scénario sobriété. Et donc, les grandes tendances d'évolution des marchés dans ce scénario sobriété, c'est une augmentation forte du bois d'œuvre et du bois industrie dans la construction et la rénovation, de l'ordre de plus 50% environ à horizon 2050 par rapport à 2019, donc plus 3 millions de mètres cubes environ. Une légère baisse du bois dans l'ameublement, mais ici on parle uniquement du bois dans les produits finis neufs, donc ça exclut l'augmentation du bois réemployé dans l'ameublement. Même tendance pour les emballages bois, c'est-à-dire les palettes. On a une légère baisse de la demande en raison de la hausse du reconditionnement et du bois réemployé. Pour le papier carton, on a une baisse légère de la demande en papier carton, mais une inversion de la balance commerciale. Et pour le bois énergie, on a une hausse finalement assez significative tout de même, de l'ordre de 6 millions de mètres cubes pour le bois énergie solide et faible en théorie pour le bois énergie liquide, uniquement plus 3 millions de mètres cubes. Mais nous avons décidé d'exclure complètement le bois énergie liquide de nos scénarios parce que c'est un usage susceptible de déséquilibrer énormément les usages actuels de la filière. Dans un scénario pro-techno, par exemple, le bois énergie liquide pourrait augmenter de 20 millions de mètres cubes à horizon 2050 par rapport à aujourd'hui, ce qui représente 40% de la récolte française actuelle. Donc nous avons exclu complètement le biocarburant liquide. Voilà pour la partie demande et je laisse à nouveau la parole à Marine pour la partie prospective sur l'offre et la récolte en bois. Oui, donc pour les scénarios d'offres, là, on n'a pas co-construit ces scénarios de demande comme l'a présenté Gabriel. On a utilisé les scénarios de l'étude IGN-FCBA qui est sortie il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Mais on a pu avoir accès à leurs scénarios sur lesquels ils ont travaillé. Parmi plus de 30 scénarios, on a choisi de travailler sur un scénario prospectif avec la filière qui combinait un scénario de changement climatique, un scénario de récolte et un scénario de reboisement choisi avec la filière. Sur la partie climatique, le scénario qui a été choisi, c'est un scénario qui est plutôt médian, c'est-à-dire c'est un scénario qui va considérer qu'il va y avoir une hausse de la mortalité et une diminution de l'accroissement comme observé à l'heure actuelle, une hausse de la mortalité qui est relativement médiane, mais avec des vagues de crise qui vient un petit peu représenter aussi ce qui a été observé ces dernières années, par exemple avec les fortes crises de mortalité que certaines essences ont vécues avec des invasions scolites, par exemple. Donc on a vraiment ces vagues de crise qui viennent un peu affecter la forêt dans le scénario choisi. En termes de prélèvement, c'est un scénario avec une hausse de prélèvement d'environ 10 millions de mètres cubes à horizon 2035. Donc on passerait des 52 millions de mètres cubes qu'on vous a présentés en 2019 à 63 millions de mètres cubes. Et aussi une hausse de la capacité à prélever du bois mort. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir, qui est un point assez important. La hausse des prélèvements dans un scénario prospectif, on peut se dire qu'il suffit d'augmenter les prélèvements, mais d'un point de vue opérationnel, ça ne va pas être si simple que ça et ça demande beaucoup d'organisation. Et le scénario de reboisement qui a été choisi, c'est celui qui est aligné avec la planification écologique. On ne va pas trop aller dans le détail là-dessus.
En termes de résultats, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce scénario de choisi, le puits de carbone forestier est nettement affaibli. Pour bien comprendre, on vous remontre les mêmes flux qu'on montrait tout à l'heure en introduction. Donc en gris, vous avez le prélèvement. En bleu, vous avez la mortalité. En gris hachuré bleu, c'est du prélèvement sur du bois mort. Et en vert clair, vous avez le puits de carbone. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans ce scénario-là, le puits de carbone s'affaiblit nettement. Il atteint plutôt 12 millions de tonnes de CO2 par an en moyenne sur la période 2020-2050, ce qui est bien en dessous des objectifs initiaux de la stratégie nationale bas carbone. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi qu'il y a de grosses incertitudes. C'est-à-dire que nous, on travaille sur un scénario prospectif, ce n'est pas un scénario prédictif de l'évolution de la forêt. Et encore une fois, c'est un scénario médian, c'est-à-dire que cette dégradation de l'état de santé de la forêt pourrait en réalité être plus forte et plus rapide que le scénario retenu. Il y a une vraie question et un vrai enjeu d'adaptation de la forêt qui est en sous-jacent en fait, de tout ça, et de résilience de la forêt à des risques climatiques qui sont relativement incertains et qui pourraient frapper beaucoup plus fortement la forêt que ce qu'on prévoit aujourd'hui. D'un point de vue des enjeux de récolte, donc comment augmenter cette récolte de 10 millions de mètres cubes, un des résultats clés, c'est que cette hausse de la récolte doit nécessairement passer par une stratégie proactive de gestion des risques climatiques et de réactivité face aux crises de mortalité. Ce qu'on a pu voir dans ce scénario de récolte, c'est une forte variabilité à la fois de la récolte sur du bois mort ou du bois dépérissant. Et donc ça va venir affecter fortement la qualité du bois prélevé. Ça, c'est pas du tout quelque chose de simple ou facile à mener. Ça demande réellement une surveillance accrue de la forêt. Je crois que Henri le mentionnait d'ailleurs, si j'ai bien entendu, dans la présentation juste avant. Vraiment, cette surveillance accrue et cette gestion des risques de la forêt, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu tant quantifier, nous, en réfléchissant à l'échelle nationale, parce que ça va vraiment se jouer à une échelle territoriale, à un maillage d'action beaucoup plus resserré et une organisation de la filière pour gérer ces crises justement qui viennent affecter euh, pas une forêt théorique dans les chiffres qu'on vous montre, mais bien des territoires et des forêts dans des régions spécifiques pendant des périodes spécifiques. Enfin, le dernier point qui vient un petit peu compléter cette question d'une récolte peut-être moins maîtrisée ou en tout cas plus variable, c'est la question des essences prélevées. Si on veut pouvoir traiter les essences prélevées et les orienter vers des produits à longue durée de vie, donc qui est un des enjeux de la neutralité carbone, comme on vous le disait, cette question d'augmenter le puits de carbone aussi dans les produits bois à longue durée de vie, ça va demander notamment aux professionnels de la filière forêt-bois, de mobiliser des peuplements qui sont peut-être moins qualitatifs et moins valorisés aujourd'hui. Ce slide, ce qu'il montre, c'est que dans le bois d'œuvre récolté dans les scénarios de l'IGN, on a une vraie évolution de la composition des essences. Donc, par exemple, on a une baisse de l'épicéa commun, notamment parce que l'épicéa commun est fortement affecté par le réchauffement climatique. Dans le bois d'œuvre, à l'inverse, on a plutôt une hausse des prélèvements de pins maritimes. Et côté feuillu, par exemple, il y a aussi une hausse assez significative du hêtre. Et ça, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas forcément un bois qui est aujourd'hui beaucoup utilisé dans cette filière bois d'œuvre. Et donc, ça va demander à la filière de s'adapter et d'adapter toute la filière de transformation du bois pour l'adapter aux nouveaux peuplements qu'on peut prélever et utiliser dans le bois d'œuvre. Merci Marine. Et je vais passer à euh, au dernier volet sur le bouclage bois-biomasse et l'articulation offre et demande. Une fois qu'on a construit différents scénarios prospectifs d'offres et de demande, la grande question c'est est-ce que c'est réaliste de réaliser un bouclage entre cette offre et cette demande et à quelles conditions ce bouclage peut-il être réalisé? Donc sans transition, il y a des leviers importants qui doivent être mobilisés pour parvenir à ce bouclage, c'est-à-dire la capacité de l'offre en bois à répondre à la demande dans notre scénario sobriété de demande. Ces trois leviers, ils peuvent être résumés dans trois grandes familles. La première, c'est l'augmentation de la récolte.
Marine vient de le présenter, à travers une augmentation de la récolte d'environ 10 millions de mètres cubes supplémentaires à horizon 2035 et ensuite poursuivi jusqu'à 2050 par rapport à la récolte actuelle. Et que cette augmentation de la récolte passe notamment par une augmentation des coupes préventives et des prélèvements accidentels. Le deuxième grand levier, c'est l'organisation et l'articulation des usages avec une priorité vers les produits à longue durée de vie. Donc, ça demande évidemment une capacité à augmenter la récolte de bois de type bois d'œuvre, d'environ 20 millions de mètres cubes en 2019 pour atteindre 30 millions de mètres cubes à horizon 2030 et ce jusqu'à 2050, et à faire ceci dans un contexte de moindre qualité du bois d'œuvre en raison des impacts du changement climatique. Ça demande aussi des innovations pour être capable d'augmenter les volumes de bois d'œuvre feuillu dans les sillages pour la construction, par exemple. Ça demande enfin de maîtriser la demande de bois énergie, et notamment la demande de bois énergie liquide qui est susceptible de déstructurer complètement les usages existants. La troisième famille de leviers, c'est tous les leviers autour de l'économie de la fonctionnalité, et donc en particulier le recyclage et le réemploi de bois. Le recyclage de bois qui pourrait représenter, dans le scénario qu'on a étudié, un gisement de produits bois supplémentaires équivalent à 8 millions de mètres cubes bois sur écorce, donc presque l'équivalent de la récolte additionnelle. Donc c'est un levier potentiellement très important de bois supplémentaire dans ce scénario-là. Le deuxième levier, deuxième sous-levier, c'est la part du réemploi pour certains marchés, notamment l'ameublement et les emballages, qui sont très fortement concernés par l'augmentation du réemploi dans ce scénario. Donc, tous ces leviers, toutes ces familles de leviers sont très faciles à écrire sur des diapositives, mais en réalité sont des changements très structurants pour la filière et transformatifs et demandent évidemment une organisation des investissements très significatifs pour être réalisés. Si on regarde, si on vérifie que le scénario de convergence permet bien une satisfaction de la demande des différents marchés, effectivement, sous réserve d'atteindre ces leviers, on parvient à répondre à la demande des différents marchés dans le scénario sobriété. C'est ce que vous voyez sur cette slide. Pour chacun des marchés, on a une cible de demande en vert et une capacité à atteindre cette cible dans le scénario étudié en mobilisant tous ces leviers à ce niveau présenté. Donc, que ce soit sur la construction, rénovation, l'ameublement, les emballages bois, les papiers cartons, et également dans le bois énergie, à condition d'exclure le bois énergie liquide et à condition de privilégier l'usage du bois énergie pour l'autoconsommation de la filière, qui représenterait environ la moitié de l'augmentation de la consommation de bois énergie à horizon 2050. Donc 7 millions de mètres cubes sur les 14 millions de mètres cubes additionnels de bois énergie dans ce scénario seraient mobilisés pour les industriels de la filière, notamment pour le séchage des produits bois. La vision agrégée de la filière bois à horizon 2050, c'est ce graphique qui fait écho au graphique présenté en début de présentation. Une augmentation de la récolte de l'ordre de 10 millions de mètres cubes, un équilibrage des imports-exports. On passe de 5 millions de mètres cubes d'import-export net en 2019 à une filière à l'équilibre en termes de balance commerciale en 2050. Une augmentation des bois issus de produits bois en fin de vie de l'ordre de 7 millions de mètres cubes pour atteindre 24 millions de mètres cubes à horizon 2050, toujours fortement pour le papier carton. Et donc une demande de bois qui atteint 92 millions de mètres cubes contre 78 millions de mètres cubes équivalent bois sur écorce pour l'année de référence. Maintenant, si on passe aux conditions de succès, je vais redonner la parole à Marine pour vous présenter les facteurs clés de réalisation de ce scénario, qui pour l'instant restent des facteurs clés, on va dire. Ce n'est pas une déclinaison opérationnelle de ce scénario, mais c'est des conditions de réussite qui sont importantes pour la réalisation de ce scénario de convergence. Oui, effectivement, c'est des conditions de succès qu'on a identifiées au cours de ce travail qui mathématiquement mettait un égal entre le bois disponible et la demande. Mais donc, quelles sont les conditions de succès de ce bouclage-là de scénario de convergence? Les premières conditions de succès sur la forêt et la gestion sylvicole, le premier, c'est quand même que l'adaptation des forêts françaises à l'évolution du climat doit être menée de manière active et résiliente.
pour gérer le risque d'un déstockage massif de carbone sous les effets du changement climatique. Voilà, on observe actuellement que la forêt est fortement impactée par le réchauffement climatique. Sans stratégie d'adaptation de cette forêt, il risque d'avoir un déstockage du bois en forêt. C'est une adaptation qui se fait dans un contexte d'incertitude scientifique et il n'y a aucune solution à cette incertitude scientifique puisque la science fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut que faire des projections ou de la prospective. Et les moyens de parvenir à cette adaptation ne doivent pas être un frein à un changement d'échelle rapide en termes d'action. Le deuxième point, c'est que le puits de carbone forestier sera fortement impacté par cette évolution du climat. Dans notre étude, il a été évalué à environ 12 millions de tonnes de CO2 par an en moyenne dans le scénario retenu, et fortement variable. Vous l'avez vu peut-être sur le graphique, on avait quand même un puits forestier qui était assez variable également. Et donc, il y a un enjeu de lissage des objectifs de puits de carbone à l'échelle nationale dans la stratégie nationale bas carbone. Ces objectifs sont en cours de réévaluation pour Oui. information dans la stratégie française énergie-climat qu'on attend d'une semaine à l'autre en théorie. Oui, exactement. En termes de récolte, ça c'est ce qu'on a mentionné à plusieurs reprises, l'augmentation progressive et mesurée de la récolte, donc ces 10 millions de mètres cubes supplémentaires, demande de mobiliser d'abord les forêts privées peu gérées ou pas gérées, et de dynamiser un petit peu la gestion de ces forêts-là, qui pour l'instant n'ont pas forcément de plan de gestion. Cette mise en gestion pourrait en plus permettre d'adapter les forêts qui sont atteintes par des crises de mortalité et des forts dépérissements, ce qui nécessite quand même euh, beaucoup de financement et beaucoup de temps passé, et une restructuration aussi de la filière. Deuxième point sur la récolte, c'est que la récolte, même avec cette augmentation progressive et mesurée, cette récolte sera extrêmement variable, à la fois à cause des crises climatiques et à cause des essences prélevées. Et donc, cette variabilité va demander à la filière d'être capable de valoriser le bois de crise de manière assez agile et que ce ne soit pas du bois perdu ou du bois de moindre qualité nécessairement. Exactement. Et en transition de la slide suivante, l'enjeu, c'est que ce bois de crise ne soit pas systématiquement orienté vers des usages de bois énergie parce que la récolte est faite trop tardivement ou que c'est la solution la plus facile. Il y a bien un enjeu à être capable de continuer à orienter la récolte vers des produits à longue durée de vie, malgré cette dégradation possible de la qualité, ou en tout cas cette forte variabilité au niveau territoriale. Donc, sur la partie transformation et filière, comme je viens de le dire, l'atteinte de la neutralité carbone demande pour la filière de privilégier les usages matières, bois d'œuvre et bois industrie, et notamment à ceux à longue durée de vie, pour maximiser l'impact de la filière dans sa contribution à la neutralité carbone. L'autre enjeu qui est important et qui fait écho à ce que je viens de dire, c'est que ça demande évidemment des innovations, un suivi de la filière pour traiter le bois d'œuvre au niveau de qualité prévu, ne pas utiliser le bois dépérissant ou le bois de crise majoritairement sous forme de bois énergie, et de développer des usages qui sont compatibles avec ce bois de qualité variable. Par exemple, augmenter la part des feuillus dans la construction, développer des usages d'isolant en bois qui permettront de flécher la récolte vers des usages à la longue durée de vie, malgré ce contexte compliqué. Et évidemment, ça demande des investissements, des innovations, une volonté politique forte pour être capable de réaliser cette priorisation des usages. Sur la partie demande, ce qui est important de mettre en avant, c'est le fait que des investissements, des innovations technologiques, un suivi important de la fin de vie des produits permettrait d'augmenter significativement la part des produits bois en fin de vie ou du bois recyclé dans les usages du bois. Et donc ça se traduit par une augmentation potentielle dans le scénario de 8 millions de mètres cubes de bois en fin de vie dans le scénario de convergence, et également une augmentation importante de la part de bois réemployé dans certains marchés.
Dernier élément qui est complémentaire de ce qui vient d'être dit, c'est que il y a besoin de poursuivre l'articulation des flux de la filière autour de la structure actuelle de la filière pour prioriser les usages matières par rapport à ceux du bois énergie avec des mécanismes à imaginer. Donc ça ne veut pas dire que c'est un scénario qui est défavorable au bois énergie parce que la consommation de bois énergie, elle augmente fortement, y compris dans ce scénario, parce que le bois énergie est souvent une résultante des autres usages. Donc il y a une augmentation de la consommation de bois énergie, en particulier euh, portée par la consommation de bois énergie au sein de la filière, avec 7 millions de mètres cubes et 7 millions de mètres cubes additionnels d'augmentation pour les autres usages hors filière par rapport à la situation actuelle. En termes d'impact, sur quelques indicateurs, ce qui est important de retenir, c'est qu'en termes d'émissions induites, ça n'a pas été le focus de notre travail, mais on peut imaginer que les émissions de la filière vont continuer à être réduites dans les prochaines années à travers l'électrification pour la gestion sylvicole ou le transport et à travers la réduction des flux d'import-export dans ce scénario. En termes d'émissions évitées, ce qui est important de retenir, c'est que malgré la décarbonation des autres produits de la construction qu'on est venu évaluer dans ce scénario, tels que l'acier et le ciment, les produits bois conservent une meilleure compétitivité carbone à 2050 et une forte pertinence d'usage. Il y a une réduction des émissions évitées parce qu'il y a globalement une réduction des émissions au niveau national, mais toujours des émissions évitées dans ce scénario à horizon 2050. Troisième levier, sur la partie séquestration de carbone, donc on a déjà évoqué la séquestration en forêt. Il y a aussi une augmentation assez significative du stockage de carbone dans les produits bois, avec un puits dans les produits bois évalué autour de 3 à 4 mégatonnes de CO2 par an dans ce scénario, par rapport à un puits qui était de l'ordre de zéro, donc un stock à l'équilibre pour l'année de référence. Il y a des incertitudes méthodologiques sur cette évaluation-là et il y a des scénarios qui sont un peu plus optimistes, notamment ceux de l'IGN et du FCBA, qui évaluent une augmentation un peu plus élevée que celle que nous avons faite. Dernier élément, sur la partie socio-économique, évidemment, la structuration de la filière autour des usages matières et bois d'œuvre en particulier peut permettre une amélioration des indicateurs socio-économiques de la filière, notamment en termes d'emploi et de valeur ajoutée dans le scénario de convergence, ce qui justifie de continuer à structurer la filière autour de ces usages. Voilà pour la présentation. On a fait, je pense, 40 minutes, donc c'était le temps prévu. On n'a pas réussi à faire moins. Je suis désolé, Fabienne et Clément. J'espère qu'on a encore quelques minutes pour répondre aux questions de la salle. Comme vous voyez, on est une grosse équipe mobilisée sur ce projet. Et en plus de l'équipe Carbone 4, énormément de contributions de la part de tous les acteurs de la filière. Il y a eu de nombreux ateliers et des dizaines de personnes qui ont été mobilisées pour que ce travail soit le plus collectif possible et représente autant que possible les attentes et les intérêts de toutes les parties prenantes de la filière forêt-bois française. Merci en tout Merci. cas pour votre écoute. Merci beaucoup, Gabriel et Marine, pour cette présentation. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont faim, mais est-ce qu'on a quand même le temps pour des questions? RSE, c'est BRSE, ça veut dire quoi? C'est une question. Ça veut dire boiron sur écorce, équivalent boiron sur écorce. Effectivement, on a été un peu vite là-dessus. Ce qui était important au moment où on a réalisé notre diagramme de 100 quais de filière, c'était de pouvoir comparer tous les différents flux. Et des parties de la filière qui ont l'habitude de raisonner en boiron. Il y en a qui ont l'habitude de raisonner en tonnes de papier carton ou tonnes de pâte ou en mégawattheure. Et donc, on a tout traduit en boiron sur écorce pour être capable de comparer les différents flux et être capable de poursuivre leur évolution au cours du temps. BRSE, c'est l'acronyme pour boiron sur écorce. Oui, donc super analyse, super projection. Donc on voit bien ce qu'il y a lieu de faire. Mais qui va faire? Parce que vous dites deux exemples. Hein, donc est-ce que le public, les politiques doivent s'accaparer du sujet? Parce que dans une économie libérale comme la nôtre, qu'est-ce qui empêchera un propriétaire forestier de vendre ses bois à une compagnie aérienne qui devrait faire du bois énergie liquide, on les comment? Qui va impulser aussi l'utilisation des bois feuillus? On a vu, on a une expérience malheureuse, ça nous a été approché tout à l'heure,
En Haute-France, on a tenté de mettre en place l'utilisation de levier qui est un produit en structure. On a eu un manque à un moment donné, si vous voulez, d'équilibre qui nous a conduit à l'échec. Donc voilà, donc la filière est consciente de ça, mais est-ce qu'elle doit s'approprier seule ce constat ou est-ce qu'elle doit quand même à un moment donné être accompagnée par une volonté politique? Alors, c'est une bonne question. Ce que je peux dire pour donner des éléments de réponse, c'est que ce travail, il a vraiment été réalisé dans l'optique de nourrir un dialogue avec le pouvoir public et les politiques publiques. Et donc d'être capable d'avoir aussi des recommandations sur ce qui pourrait être fait au niveau institutionnel, au niveau politique, pour favoriser la réalisation de ce scénario de convergence qui a été estimé comme le meilleur pour la filière et l'atteinte de la neutralité carbone. Après, comme vous l'avez dit, on est dans un... Donc, encore un élément là-dessus, on a eu l'occasion de présenter ce travail à plusieurs niveaux politiques, au Sénat avec le groupe de travail sur les forêts, auprès du ministre de l'Agriculture, auprès de Agnès Pannier-Runacher également. Donc, ce travail, il avait vraiment pour ambition d'être porté au plus haut niveau politique pour ensuite alimenter des discussions et favoriser, on va dire, à moyen terme, la réalisation de ce qui est écrit sur ces slides. Après, comme vous l'avez dit, on est dans une économie libérale. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mécanismes qui existent déjà, qui favorisent certains usages par rapport à d'autres, notamment dans le fonds chaleur de l'ADEME. Il y a des projets qui peuvent être favorisés avec des mécanismes plutôt de l'ordre de la subvention dans ce cas-là que de la réglementation pour favoriser certains usages du bois énergie par rapport à d'autres. Nous, on n'a pas de religion, on va dire, sur la manière d'y parvenir et ce n'était pas notre mandat dans ce travail-là. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de choses à inventer pour être capable effectivement d'éviter que toute la récolte de bois soit orientée vers des usages de biocarburants, que ce soit sous forme de subvention ou sous forme de réglementation. Euh, mais c'est vrai que c'est un risque, en tout cas, qui est important. J'espère que ça répond à votre question. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Marine. Je sais pas si tu veux. Non, mais c'est juste effectivement, tout au long du travail, on a souvent mentionné cette question de mécanisme incitatif, beaucoup pour les propriétaires privés, notamment de forêt, et qu'il y avait un double enjeu aussi, à la fois sur cette question des biocarburants, mais aussi un enjeu de, on va dire, de sécurité par rapport aux crises de mortalité, aux bois morts en forêt, etc. Donc, c'était des enjeux mentionnés qui n'étaient effectivement pas dans le mandat de notre étude, mais qui sont bien présents à l'esprit de tout le monde. Il y a d'autres questions. C'est Marchand. Est-ce que par rapport à votre scénario, donc est-ce que vous avez envisagé ou est-ce qu'il y a un relais envisagé autour de ce qui est la sylviculture, parce que vous parlez de la nécessité d'adaptation du forêt, mais est-ce que derrière ça, il y a forcément un élément technique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé quelque peu ou alors est-ce qu'il y a un organisme relais qui travaille au regard des données que vous avez pu étudier par rapport à la projection que vous envisagez? C'est-à-dire, on parle de SNCC, principe du tuteur moléculaire continu, d'autres méthodes, là, que l'on vit, notamment. Alors, si je répète la question parce que on n'entendait pas extrêmement bien, c'est comment ce scénario se traduit en termes de sylviculture? Et est-ce qu'il y a des recommandations fortes qui ont été faites de ce point de vue-là? Alors, relativement peu de conclusions dans ce scénario, parce qu'encore une fois, ce n'était pas l'objectif principal de ce travail, et que ce scénario de convergence, il visait à vraiment essayer de trouver des messages et des orientations qui soient validés par l'ensemble de la filière. Et au sein de la filière, évidemment, il y a beaucoup de types de sylviculture qui sont mis en œuvre en forêt publique, en forêt privée, etc. Ce qui est important en tout cas de souligner, qui a été validé par l'ensemble de la filière et qui est un petit peu mis en avant dans ce scénario, c'est le besoin de diversifier les types de sylviculture, le besoin de diversifier les essences
et de faire bien attention dans l'adaptation des forêts françaises à ne pas privilégier de manière trop forte un modèle par rapport à un autre, étant donné qu'il y a des incertitudes qui sont fortes et donc il y a besoin de diversifier les approches de sylviculture. Et donc que la forêt française, telle qu'elle est aujourd'hui, multifonctionnelle dans beaucoup de régions, est un modèle qui semble quand même porteur dans ces perspectives de résilience et d'adaptation au changement climatique. En termes d'organismes qui existent, nous, on a travaillé, enfin, les résultats de l'IGN se basaient aussi sur des travaux de différents projets de recherche, certains projets de recherche théoriques et d'autres plus opérationnels qui font partie du réseau AFORCE, donc le réseau français pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Et donc, on a travaillé aussi beaucoup avec ces résultats-là. Pas tous, parce que c'est assez, assez colossal comme travail, mais il y a des réseaux qui prennent en main le sujet, en tout cas. Merci. Une dernière question. Vous avez parlé de la forestier. J'ai une question plutôt dans cette expression générale, a été évoquée une difficulté croissante des professionnels forestiers sur le clivage entre une société civile qui dit non, on ne coupe pas d'arbres, en gros, et une nécessité de pouvoir travailler en forêt et couper des arbres. Or, ce que vous dites, en gros, c'est qu'il faut augmenter la récolte pour couper plus arbres, pour mieux adapter les forêts au changement climatique, atteindre nos objectifs de neutralité et pouvoir répondre à la demande des prochaines décennies. Jusqu'à quel point, et là, cet objectif-là, cette nécessité d'augmenter la récolte, ressort d'autres travaux préalables qui avaient été faits depuis quelques années, notamment par l'INRAE. Or, une des réponses qui a été apportée par plusieurs mouvements écologistes assez militants en France, c'était de dire, si on augmente la récolte, en fait, à horizon 2050, on va diminuer le stock de bois en forêt, et donc, on va davantage pénaliser la lutte contre le changement climatique, on va l'améliorer. C'est un discours un peu frauduleux, mais qui a eu comme conséquence de limiter la capacité du grand public à comprendre cette nécessité d'augmentation de la récolte en bois et de laisser les forestiers travailler. Est-ce que les résultats de votre étude ont été polémiqués par des associations environnementalistes et vous avez communiqué non seulement à la politique, mais aussi aux principales ONG sur ces sujets-là? Alors, c'est une très bonne question aussi. Donc, effectivement, dans notre scénario, on a une augmentation de la récolte. Encore une fois, c'est facile à écrire sur ces slides. En réalité, c'est potentiellement le levier le plus difficile à mobiliser dans notre scénario de convergence, à la fois pour les raisons du facteur limitant qui est aujourd'hui la première transformation et les ETF dans la filière française. Donc, cette augmentation de la récolte, elle est vraiment limitée par les capacités humaines et techniques existantes aujourd'hui. Et elle est aussi limitée par ce que vous venez de mentionner, à savoir l'opposition potentielle d'une partie du grand public à la récolte de bois, voire plus à une augmentation de cette récolte. Donc, c'est clairement des obstacles importants à la réalisation de ce levier et l'atteinte de ce scénario. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ce travail, il a bénéficié donc, des dernières projections de l'IGN et donc des derniers travaux sur l'impact actuel du changement climatique sur les forêts. Et donc, ces travaux récents, ils montrent que l'impact du changement climatique sur les forêts françaises, il est bien supérieur à celui qui était envisagé il y a quelques années. Et donc, beaucoup de travaux qui ont été faits, aussi bien l'ancienne étude INRAE-IGN que des travaux réalisés par des associations sur des scénarios de prospective dans la forêt française, ils sont pas forcément obsolètes, mais en tout cas, ils sont largement critiquables aujourd'hui au vu de l'impact réel observé du changement climatique sur les forêts, qui a été fortement revu, on va dire, dans cette étude et dans l'étude de l'IGN-FCBA qui est sortie il y a un mois. Maintenant, sur le dernier point, est-ce que ce travail a été repris par des ONG et commenté?
Pas à ce que je sache. En tout cas, je sais qu'il a été repris par pas mal de personnes sur des réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, mais pas forcément des acteurs non gouvernementaux. En tout cas, il a quand même eu un certain écho dans la filière et au-delà de la filière. On a aussi eu l'occasion de le présenter à de multiples reprises. Donc, on va dire qu'il participe au débat sur quelle est la meilleure manière de faire pour contribuer autant que possible à la neutralité carbone française et à l'adaptation des forêts. Euh, Ce travail aussi, il faut garder en tête que c'est un travail prospectif et que il essaye d'apporter des éléments de réponse structurés, mais ce n'est pas une vérité absolue sur la manière de faire. Donc, on a essayé d'être le plus complet possible et le plus mesuré possible au vu de ce qu'on comprend aujourd'hui, l'impact du changement climatique sur les forêts, qui est plus important que ce qui était envisagé il y a quelques années, et donc qui justifie d'avoir une politique d'adaptation assez importante, sans tomber dans les écueils et les critiques qui ont parfois été faites au plan de relance de, de réaliser de nombreuses coupes rases au prétexte de l'adaptation des changements climatiques. Donc, ce scénario, il dit bien, il y a besoin d'adapter les forêts françaises de manière vraiment active, mais aussi de manière diversifiée et mesurée pour essayer de maintenir un équilibre le plus important possible au fil des années à venir. Marine, si tu veux, celle-là. OK. Ça va être le mot de la fin. Encore un grand merci, Gabriel et Marine, pour la présentation. Je pense qu'on pourra avoir le support, si ce n'est pas gênant, pour qu'on puisse Tout à fait. voilà, vous l'enverrez, on pourra le transmettre. De toute façon, on mettra le lien dans l'équipe complète. Encore un grand merci.